De quoi je me mail sur rmc.fr, François Sorel. Merci d'être là, De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno, avec un invité exceptionnel cette semaine. Si vous êtes un fidèle de quoi je me mêle, vous connaissez. Il a souvent participé au Club de la Presse IT pour commenter l'actualité. Et cette semaine, il est là, mais pour toute autre chose. J'ai le plaisir d'accueillir Luc Julia. Bonjour Luc. Bonjour François. Luc Julia, qui est quelqu'un d'exceptionnel, une pépite de la tech française. On va vous le présenter dans un instant. Éric Le Bourlou est toujours avec nous. Il était avec nous dans le Club de la Presse IT. Il joue les prolongations parce que... Ouais. Alors, il faut quand même vous dire une chose, c'est qu'on est fans tous les deux de Luc Julia. Donc voilà, on est à deux doigts de faire des selfies avec lui, de lui demander un autographe de son bouquin, parce qu'il est là pour ça, pour ce livre qui vient de sortir, L'intelligence artificielle n'existe pas, paru aux éditions First. Voilà, il est d'ores et déjà disponible, hein, Luc ? Oui, depuis hier. On va en parler, on va évoquer évidemment le contenu de ce livre, parce que l'intelligence artificielle qui n'existe pas, c'est un titre quand même qui demande un peu à avoir quelques explications. Mais auparavant, on va revenir un peu sur votre parcours exceptionnel. Là encore, les fidèles de quoi je me mêle se souviennent, on avait pas mal évoqué de choses avec vous. Vous êtes l'un des papas de Siri, ou le grand-père de Siri, comme vous aimez dire, alors que franchement, vous ne les faites pas. Hein, mais voilà, vous avez rencontré Steve Jobs. On va parler de tout ça avec Éric Le Bourlou dans un instant. Mais en parcourant votre livre, il y a un truc qui nous a intéressé avec Éric, c'est que vous dites à un moment, j'ai créé des inventions qui ont changé la vie de millions de gens. J'aimerais bien que vous les citiez, ces inventions. Quelles sont-elles ? Pour qu'on brosse un peu votre portrait. D'accord, donc ça va être compliqué de dire tout, hein, mais en gros, celles qui ont marqué en nombre de millions, on va dire les premiers 15 millions, la première boîte qui avait 15 millions d'utilisateurs, donc qui a affecté un peu les gens, c'était dans le milieu des années 2000. Ça s'appelait Orb. Alors aujourd'hui, vous avez tout ça, hein, mais à l'époque, c'était évidemment quelque chose qui n'existait pas. C'était ce qui vous permet globalement de regarder aujourd'hui la télé sur vos téléphones. D'accord, donc de faire le remote viewing de la télévision ou de n'importe quel autre média d'ailleurs, médium sur votre téléphone ou sur n'importe quel autre appareil. Et c'était révolutionnaire à l'époque, hein, Luc. Moi, je me souviens, j'étais un fervent utilisateur de Orb qu'on installait sur son PC, qui permettait de streamer. Alors là, on a retrouvé sur YouTube cette petite vidéo, Luc. Alors c'est peut-être vous qui l'a faite, je ne sais pas trop. C'est super. Mais c'est rigolo parce que là, donc, avec son iPhone, on pouvait, Eric, streamer. Même pas que sur iPhone, même sur Android, sur les Nokia, le Symbian et tout ça, ça marchait très bien. Exactement, ça marchait Ça a commencé avant le iPhone, ça c'était en 2007. Mais sinon, ça a commencé en 2003 sur les Nokia 3630. Et en gros, pour expliquer, on avait du contenu sur un PC à la maison qui était branché à Internet tout le temps allumé, et on pouvait donc récupérer le flux vidéo ou audio ou les photos de ce PC allumé, connecté à Internet depuis n'importe où. Alors sur un mobile, mais sur un autre PC, tablette, etc. J'ai pas vu la vidéo depuis des années. Il me la faut, hein, ça fait plaisir. YouTube. YouTube, c'est la mémoire du monde. Hein. Ah ouais, c'est sur YouTube. C'est super. Il y a ce truc-là. Donc il y a ça, c'était bien. 15 millions d'utilisateurs, donc c'était une start-up, hein, donc c'était quand même sympa. Après ça, j'ai commencé ma carrière dans les grosses boîtes, donc les imprimantes, ce qui s'appelle ePrint de HP, c'était HP donc à l'époque, donc 80 millions d'imprimantes la première année. C'est-à-dire que vous avez créé ou co-créé la possibilité de connecter une imprimante au Wi-Fi pour pouvoir imprimer en hier, quoi. Même idée, hein, c'était la même idée que Orb finalement, mais un peu à l'envers. Cette fois-ci, on allait envoyer les documents à une imprimante de n'importe où. Donc c'était le concept de ePrint. Aujourd'hui, toutes les imprimantes HP et même les autres ont ePrint. Donc ça, c'était le deuxième. 80 millions d'utilisateurs la première année, ça c'était quand même assez fort. 80 millions d'imprimantes. Et là, c'était la première fois que je faisais un objet physique. C'était assez sympa. Oui, parce que Orb, c'était du soft. Voilà, exactement. Et donc après ça, le gros carton, c'est pendant que j'étais à HP, Apple a acheté la compagnie qui était Siri, donc à ce moment-là, et ils m'ont demandé d'aller diriger Siri dans Apple. C'était une demande de Steve Jobs. Donc voilà, j'ai été. Et là, on est passé il y avait 150 000 utilisateurs dans la petite boîte. Et on est passé d'un jour à l'autre, globalement, à d'abord 180 millions d'utilisateurs. Et bon, je suis resté un an, et au bout d'un an, il y avait 300 millions d'utilisateurs. Et quand on est 300 millions d'utilisateurs, c'est pas des utilisateurs, c'est pas par an, hein, c'est par mois. Et daily, journalier, c'était
des dizaines de millions. Donc voilà, donc ça c'était sympa. Hein. Et Siri, évidemment, tout ça a marqué le début des assistants vocaux. Donc c'est ça, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en plus là aujourd'hui Siri c'est l'assistant vocal qui a inspiré tous les autres. Hein. Là, exactement. Donc, aujourd'hui, quand on parle de Google Assistant ou d'Amazon Alexa, donc eux, ils ont profité de cette aura. En sens. Oui, en tout cas, ils ont profité de l'aura. Siri n'a pas évolué aussi bien que Google, par exemple, qui existait déjà à l'époque, mais qui était confidentiel. Par contre, Alexa a profité complètement et Cortana aussi a profité de ça, même si aujourd'hui, on peut se demander où il est. Alors moi j'avais tellement de questions à poser à Luc que je pourrais y aller en fait, je pourrais vous laisser tous les deux. Non mais en fait le parcours de Luc, pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai envie de vous laisser parler, donc je vais pas trop parler, mais vous êtes passé par des endroits incroyables que n'importe quel geek qui aime un petit peu la technologie rêverait de visiter, ou en tout cas aimerait bien en tout cas voir cette ambiance. Moi j'aimerais bien, alors vous avez d'abord eu un parcours en France, mais vous êtes parti ensuite aux États-Unis et vous êtes allé travailler d'abord au MIT Media Lab. Est-ce que le MIT Media Lab, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste c'est la mecque de la techno. C'est une des mecs de la techno. Ouais. Vous n'êtes pas resté très longtemps, mais comment vous avez vu l'ambiance là-bas au MIT Media Lab, qui est un labo exceptionnel auquel on doit notamment les écrans tactiles, les wearables par exemple. Et vous aviez quel âge et c'était à quelle période tout ça? Je vais avoir 25 ans à peu près, un peu moins. Donc c'était juste après ma thèse. Enfin, c'était pendant ma thèse en fait. Et donc j'ai décidé de partir effectivement au MIT parce que on m'a proposé quelque chose dans Media Lab qui était mythique évidemment, avec des gens mythiques aussi. C'était l'endroit où dans les années 70 ils avaient fait aussi un truc qui s'appelait Put That There par Richard Bolt. Et donc c'était la première interface multimodale. Et moi mon sujet c'était les interfaces multimodales, donc évidemment c'était ma mec, c'était sûr. Et donc là il y avait effectivement l'ambiance extraordinaire. Mon petit problème c'est que mon anglais était très mauvais, il est toujours assez mauvais, mais il était quand même très 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 mauvais. Avec l'accent du sud-ouest ou pas? Ouais, justement, c'était un de mes problèmes. Et donc du coup, quand je suis arrivé là-bas, je comprenais rien du tout, quoi. Mais je sentais cette émulation, je sentais ces gens qui étaient excités, tout autour de moi. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et un mélange entre les professeurs et les étudiants. Il n'y avait pas vraiment de barrière. Il n'y avait pas cette barrière un peu, du carabin et de l'étudiant qu'on a ici. Ça, c'était vraiment super. Et donc, j'ai pas passé beaucoup parce que en fait, Boston, il fait froid à partir du mois d'octobre. Et donc, c'est là où j'ai décidé. Vous êtes plutôt compatible soleil californien. Ouais, j'ai l'impression. C'est plutôt. Parce que vous partagez aujourd'hui votre vie entre Paris, une semaine par mois à peu près, et le reste du temps du côté de San Francisco. Exactement. Où vous travaillez, d'ailleurs il faut quand même le signaler, vous êtes CTO chez Samsung, innovation. Et qu'est-ce que vous faites chez Samsung en fait aujourd'hui? Très rapidement pour qu'on vous situe. On regarde ce que sont les prochaines technologies qui vont pouvoir bénéficier ce que j'appelle les vrais gens. Donc on travaille sur Samsung vend 1 milliard d'objets par an. Donc ces objets ils sont de plus en plus connectés. Il y a de plus en plus de choses rigolotes à faire avec. Donc on essaye de faire en sorte qu'ils soient vraiment utiles et qu'ils rendent vraiment des services. Et vous dirigez un centre sur l'intelligence artificielle ici à Paris. Tout à fait, oui. Donc en fait, toujours avec Samsung. Et entre Paris et San Francisco. Et donc on aura une centaine d'ingénieurs ici, on a 37 aujourd'hui. On a une cinquantaine d'ingénieurs aux États-Unis. Ouais. Eric, je te le laisse. Vas-y. Oui, moi ce qui m'intéressait après ensuite, c'est que vous quittez Boston et vous partez de l'autre côté, comme le disait François, vous partez en Californie, bosser, alors je vais le dire en français, à SRI. Alors pour ceux qui ne connaissent pas SRI, c'est aussi une mecque pour tous les fans de technologie. Et vous le dites dans votre livre, vous avez comme voisin de bureau quelqu'un d'assez exceptionnel. Je sais que vous avez été inspiré, on en a parlé juste avant l'émission, par ce qu'il avait fait en 1968, c'est Douglas Engelbart. Ça fait quoi de travailler à côté de Douglas Engelbart quand on a vu The Mother of All Demos et qu'on connaît le personnage? Alors, et puis peut-être rappeler qui est ce personnage, pour tous ceux qui ne le connaîtraient pas. Je vous laisse le faire, mais c'est un pionnier de l'informatique et il a notamment inventé quelque chose que
tout le monde utilise presque tous les jours, c'est la souris. Ouais. Voilà, c'est l'inventeur de la souris. Exactement, un inventeur de la souris en 68, enfin la souris elle-même, même en 65. Ouais. Donc c'est quand même incroyable. C'est un garçon incroyable. Quand j'en parle, j'ai la chair de poule. C'est vrai ? Ah oui, toujours. C'était d'une simplicité extraordinaire, le voilà. Ouais. Ça, c'est en 68. Ouais, si vous êtes avec nous en vidéo, vous êtes en train de le découvrir. Il a fait ce qu'on appelle le Mother of All Demos, la mère de toutes les démos. C'était absolument incroyable. C'est complètement multimédia. Il y a même des choses qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Donc, il y a Skype intégré à des mouvements sur le clavier, sur la souris, un truc qu'on voit à gauche, si vous avez la vidéo, qui est un pad un peu bizarre avec 5 touches. Oui. Bon, ça c'est jamais sorti, mais à droite, c'est la souris. Et ça faisait du hypertexte aussi. Ce gars-là était en train d'inventer l'ergonomie. Du futur. Alors, il y a encore plein de choses qui ne sont pas là dans ce qu'il avait fait. Et puis, c'était les premières liaisons Internet. En 68, c'était l'Internet tout à fait local encore, mais c'était le DARPANET à l'époque. Et donc, la première connexion entre San Francisco et UCLA, Los Angeles, c'est une démo, ça dure une heure. Vous l'avez rencontré bien plus tard, hein ? Ah oui, bien sûr. C'était donc en 93 que je l'ai rencontré, moi. Donc, 25 ans après ça. Mais vous étiez fan ? Alors, vous étiez voisin de bureau, mais vous étiez fan ? C'était la Mother de All the Demos, pour moi, c'était le truc incroyable. C'était mon but, c'était le Graal de tout informaticien normalement constitué, quoi. et donc, j'arrive au SRI, et on me dit, tiens, voilà ton bureau. Ah tiens, ton voisin, il s'appelle Doug Engelbart, je sais pas si tu connais. Oui, j'en entends parler, Non, c'était extraordinaire. Et donc, encore une fois, ce garçon, une simplicité incroyable. Bon, quand je l'ai connu, je sais pas, il avait peut-être une 65 ans, quelque chose comme ça. Mais hyper gentil, quoi. Incroyable. Bon, Luc, il faut quand même parler d'Apple. Hein. Alors, on en a un petit peu parlé dans les précédentes émissions, mais vous avez rencontré Steve Jobs à plusieurs reprises. La première, et vous l'expliquez, vous le racontez très bien dans votre livre, c'était pas une rencontre, on va dire, très, très heureuse. Vous parliez tout à l'heure de ce logiciel Orb, qui était à l'époque révolutionnaire, qui permettait de streamer. Vous vous dites, tiens, je vais essayer de décrocher un rendez-vous avec Steve Jobs pour pouvoir lui présenter ce truc-là. Peut-être que ça va l'intéresser. Exactement, donc c'était en 2003 ça, première rencontre avec Steve Jobs. Donc 4 ans avant l'iPhone, l'iPod venait de sortir, je pense. Voilà, c'est ça. Ça venait de sortir, donc on avait des idées pour ça, évidemment. Donc on le rencontre, on a un rendez-vous avec lui et puis ses fidèles lieutenants qui sont toujours là aujourd'hui chez Apple. Donc trois personnes d'Apple et 3 personnes de chez nous. On arrive avec tout notre matériel pour faire les démos et tout ça, donc tout était bien. On avait 1 heure de rendez-vous. C'était déjà une star, il était considéré comme une star. Oui, il était revenu. Ça faisait à peu près 5 ans qu'il était revenu à Apple. Oui. Et donc, c'était le visionnaire, il était considéré comme ça. Et puis, on doit flipper, non, quand on doit faire une démo devant Steve Jobs. Non. Ouais, en même temps, moi, je savais que ça marchait, mon truc. Donc, je suis rarement en mode flip. Donc, bref. Donc, on arrive, on avait 1 heure, on était quand même assez tranquille. On commence à dérouler le machin. La démo marche bien, il y avait un petit robot qui tournait autour. Enfin, bon, je passe les détails, c'était assez rigolo. Et un petit robot, pourquoi ? Ouais, il y avait un petit robot, parce que c'était très visionnaire ce qu'on lui montrait. On lui montrait qu'on pouvait commander avec potentiellement un iPod, on pouvait commander ses robots, on pouvait commander plein de trucs. Donc ce qui n'existe toujours pas aujourd'hui, ou qui existe peut-être un peu aujourd'hui, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la démo, mais 12, 15, 20 minutes dans la démo, le gars il se lève, il claque la porte, il dit c'est de la merde, ça vaut rien. Voilà, c'était ma première expérience avec Steve Jobs. Bon, et là, ces lieutenants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont gênés ? Tout le monde s'en fout Non, les deux, là, ils disent écoutez, c'était super, mais bon, vous comprenez, Steve. Alors, ils ont toujours des raisons. Il est énervé en ce moment, et le machin. On a une release, on a quelque chose. Bon, bref. Mais bon, c'était une mauvaise expérience, mais en même temps, c'était une bonne expérience dans le sens où c'était définitivement un visionnaire. C'est définitivement quelqu'un qui était très, très respecté, mais pas très respectable. Tout à fait. Dans le sens où il était totalement infect avec non seulement les caractère de cochon, avec les gens autour, donc comme nous, on était externes, mais surtout avec les gens chez Apple. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous l'avez revu après, mais c'est là, c'est lui qui vous appelle, en fait, pour lancer Siri. Là, on est en quoi, 2010 2009, il contacte les gens de Siri, parce que moi, j'étais plus à Siri à ce moment-là, parce que la boîte elle-même, moi, j'étais en train de faire autre chose, j'étais à HP, donc justement. Donc, il contacte les gens de Siri et il dit, un coup de tête, vraiment, il voit la capacité de cet agent pour les téléphones. Et donc, il propose à Siri d'être acheté. Et donc, Siri, la compagnie bouge. Et au moment où il
bouge, les gens de Siri et Jobs me demandent d'aller diriger le machin, parce que Adam Shire, qui est mon ami depuis des années, et qui était le directeur technique de Siri, lui, à l'époque, et donc cofondateur de Siri, il m'a demandé de venir diriger l'équipe, parce qu'il voulait continuer à se focuser sur la technique, et il voulait que je prenne plus le management de toutes les différentes parties, du serveur au site web, etc. Enfin, bon, Steve Jobs se rappelait de vous avoir rencontré lors de cette démo, où il avait complètement zappé? Non, il s'en souvenait. On en a parlé gentiment. D'accord, très bien. Steve Jobs était déjà malade. Très malade, oui. Donc, 2011, en octobre, il disparaît. Vous êtes encore chez Apple à ce moment-là? En fait, il disparaît le jour où j'arrive chez Apple, parce que le temps des négociations entre HP et Apple, que je parte et tout ça, donc le temps que j'arrive, il meurt à peu près le jour ou le lendemain. Et c'était la veille du lancement du 4S. C'est ça, du 4S, qui intégrait Siri. Exactement. D'accord. Et à partir de là, ça a été la descente aux enfers chez Apple, on va dire, ou... Oui, enfin, aux enfers, il ne faut pas exagérer. Pendant 6 mois, on s'est quand même bien amusé. On est passé de ces 150 000 utilisateurs à plusieurs millions. Il a fallu construire les data centers. Il a tout fait, quoi. C'était très, très intéressant pour ça. Donc, on a eu 6 mois très intéressants. Et puis après 6 mois, on a commencé à expliquer qu'il fallait rajouter des features, rajouter des trucs. On avait une vision qu'on avait depuis 1997, la vision. Donc, il était temps de l'implémenter. Ça faisait aussi 15 ans qu'on avait fait ça. Donc, on n'a pas réussi à justifier ça ou à faire comprendre à Scott Forstall, qui était mon patron, que c'était quelque chose de... Vous êtes un peu aussi, comment dire, vous avez eu du mal avec cette logique aussi d'Apple, peut-être cette philosophie d'entreprise un petit peu fermée, qui correspondait peut-être mal aussi, je pense, à ce que vous vouliez faire avec Siri. L'idée de Siri, de tous les assistants d'aujourd'hui, on voit bien, par exemple, Alexa, Amazon fait ça très bien. C'est un écosystème ouvert dans lequel on peut rajouter des skills pour Amazon. Et puis, aujourd'hui, ils ont 30 000 skills, je ne sais pas combien, donc beaucoup. Donc, c'était la philosophie qu'on voulait pousser, qui est exactement l'opposé de ce que Apple veut faire. Il veut tout contrôler. Et donc, du coup, l'écosystème a du mal à être créé. Quoi. Bon, donc vous partez un an plus tard en claquant la porte. Ou on claque la porte au nez, je veux dire, oui, en même temps, la porte se ferme en tout cas. Voilà, la porte s'est fermée. Voilà, à cause de ce fameux Scott Forstall, mon favori. Voilà, je crois que vous le détestez. Oui, cordialement. C'est ça. D'ailleurs, il est parti. Il a eu quelques casseroles d'ailleurs. Je l'explique dans le bouquin, donc c'est assez rigolo. C'est que c'est évident que après Jobs, c'était compliqué. Le visionnaire était parti et ça s'est vu, quoi. C'était très, très compliqué. Quelques années plus tard, vous rencontrez Tim Cook, ou Tim Cook essaie de vous débaucher. Quelques mois plus tard, juste après qu'il ait viré Forstall, il m'a recontacté pour savoir si je voulais revenir. Et j'ai dit non, je suis parti chez Samsung. Samsung me semblait normal de partir chez Samsung après avoir été chez Apple. Et ça vous semblait pas normal de revenir chez Apple, non ? Non, pas du tout, parce que justement, ces derniers 6 mois étaient compliqués quand même. J'avais bien vu que l'écosystème était effectivement fermé et compliqué à ouvrir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas. Hein. Ils ont fait un tout petit peu depuis, mais bon, c'était il y a 6 ans maintenant. Eric ? Non, mais c'est vrai que c'est assez génial de voir que là, si vous connaissez aujourd'hui tous ces... Moi, j'avais beaucoup de questions à vous poser sur The Assistant notamment, mais bon, ça remonte évidemment, mais qui est un petit peu ce que vous avez d'abord créé. C'était l'ancêtre en fait de Siri. C'est l'ancêtre de Siri que vous avez créé. C'est pour ça que je dis que je suis le grand-père de Siri, parce que vraiment, la conception de Siri, c'était The Assistant, c'était dans les années 90, juste après le début d'Internet. On crée The Assistant, qui est ce wizard un peu sourd qui essaye de nous aider à naviguer Internet globalement. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'était donc déjà dans les années 90, et c'était ce que j'adore moi chez Luc Julian, c'est que c'est quelqu'un qui a essayé d'aller plus loin dans les interactions entre les hommes et les machines, et c'est un domaine passionnant, et notamment sur la reconnaissance vocale maintenant qu'on connaît bien. Enfin, vous avez vu la création de nuances, voilà, qui a servi notamment pour Siri, et à Google aussi à une époque. Donc voilà, j'ai tellement de questions à vous poser que je crois qu'il faut que je me... Tu sais plus. Oui,
voilà. Mais je veux juste rajouter un truc, ce qui était bien dans ces années 90, là, et quand on crée, quand on est complètement ouvert, et je viens de revoir hier une vidéo, en fait, aussi, un peu comme celle de Orb, là, mais même 10 ans avant, donc, où on voit la multimodalité. Parce que le Graal, aujourd'hui, c'est vraiment la multimodalité. Bon, on est arrivé à faire pas mal de choses avec le speech, donc c'est super, bon, il y a plein de trucs, mais pour la communication humaine, pour que ça soit encore plus naturel, il faudrait rajouter ces gestes-là quand je discute, vous voyez, je pointe et tout ça, et donc ça, on n'a pas encore. Et dans les années 90, The Assistant, il intégrait aussi la multimodalité, les gestes et la reconnaissance faciale, enfin des choses qui permettent d'augmenter la qualité du dialogue entre l'homme et la machine. Alors évidemment, il y a on va dire deux grosses parties dans ce livre qui est passionnant, qu'on lit très très facilement. Une partie sur votre vie, à vous, et puis après sur cette réflexion de se dire l'intelligence artificielle n'existe pas. Ça, c'est quand même assez surprenant quand vous dites ça comme ça. Aujourd'hui, ce terme est un peu galvaudé, l'IA. Pourquoi aujourd'hui on dit l'intelligence artificielle n'existe pas ? Je dis ça parce que je suis fatigué. Je suis fatigué, pas moi, mais je suis fatigué parce que j'entends. Et donc du coup, ça fait 30 ans que je fais de l'intelligence artificielle, ou ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est un terme qui est arrivé dans les années 50, en 56, ça a été défini. Et ça essayait de définir une discipline qui sont en fait que des mathématiques et statistiques. D'accord ? Et donc, on a effectivement galvaudé ce terme en faisant croire, alors il y a deux écoles là, une qui fait peur, donc c'est les Elon Musk et d'autres, donc qui font peur, ils disent attention, les robots vont nous tuer à cause de l'intelligence artificielle, et l'autre école qui dit, qui est Hollywood, science-fiction. Donc ils nous montrent des choses, ils nous font croire que ça va faire des choses que ça va jamais faire. Bon, déjà ils se rejoignent ces deux idées, ces deux écoles-là, mais en fait, c'est pas de l'intelligence artificielle, parce qu'on est très 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 loin de l'intelligence. L'intelligence artificielle générale, ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler l'intelligence, d'accord, n'existera jamais en tant que création avec les méthodes qu'on utilise aujourd'hui. Donc c'est ça que je voulais dire dans ce bouquin, donc c'est ça que j'essaie d'expliquer. Et pour ça, je prends des exemples très simples. Alors, il y en a un paquet dans le livre, mais allez, un seul. Il y en a un qui... Je vais prendre deux. Donc le premier, c'est reconnaissance des images. Je crois que je l'ai peut-être déjà dit ici une fois, mais reconnaissance des images, depuis 2007, Big Data, Internet est là. Il y a plein d'images de chats sur Internet. On dit on va reconnaître les chats. On fait du deep learning, du machine learning, du deep learning. Il faut 100 000 images de chats pour arriver à avoir un reconnaisseur qui va reconnaître les chats correctement. Mais bon, ça reconnaît les chats, c'est super. On a fait quelque chose de génial. Mais il a fallu 100 000 images de chats. Un humain, pour reconnaître des chats, il faut 2 images de chats. D'accord ? Donc, premier exemple qui montre juste que les techniques utilisées par l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, n'ont strictement rien à voir avec les méthodes que nous utilisons. Deuxième chose qui montre que ça n'a strictement rien à voir, le Go, jeu de Go. D'accord ? Une machine a battu le gars au Go en 2016. Et voilà, DeepMind, d'accord. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 1500 CPUs, 300 GPUs et quelques TPUs. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les TPUs, c'est pas grave, on peut y aller, mais en gros, c'est les processeurs. C'est des processeurs spécialisés dans TensorFlow, donc un truc spécial. Et donc, énorme, 440 kWh. 440 kWh pour jouer au Go, pour battre le gars. Il a battu le gars, mais le gars en face, lui, il est à 20 Wh. D'accord ? Notre cerveau, c'est 20 Wh. C'est clair. Lui, il joue au Go très bien, mais il fait plein d'autres trucs aussi. Merci Luc, Julia. Franchement, je vous invite à dévorer ce livre. Vous allez vous régaler. L'intelligence artificielle n'existe pas, paru aux éditions First. Merci beaucoup d'avoir été dans De quoi je me mêle. Merci beaucoup. Et merci Eric pour tes questions. Ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là, bien sûr, le week-end prochain, vous le savez, sur rmc.fr, sur 01net TV. Portez-vous bien et bon week-end. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.